Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le 7 octobre 2021, le gouvernement Khenouch prenait les commandes de l'exécutif. Un an et quelques jours plus tard, quel bilan peut-on dresser de l'action gouvernementale et jusqu'à quel point a-t-il tenu ses promesses électorales et les principaux engagements de sa déclaration gouvernementale dans une conjoncture particulière, aussi bien au niveau national qu'international? Et quels sont les dossiers prioritaires de cette nouvelle session de la deuxième année législative marquée par un discours royal que le souverain a axé principalement sur la question de l'eau et celle de la promotion des investissements? Pour répondre à ces questions et à d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Hassan Lechgar, vice-président du groupe socialiste à la Première Chambre. Monsieur Lechgar, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. Alors, pour commencer, moi je vous propose bien sûr de revenir un peu sur la grande actualité, celle du discours royal prononcé vendredi dernier, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Le souverain a mis l'accent sur la problématique de l'eau, le stress hydrique, sur l'investissement. Un commentaire sur le contenu du discours royal, qui est une feuille de route? Bien sûr, le discours royal de l'ouverture de l'année parlementaire n'est pas uniquement un événement constitutionnel, c'est aussi l'occasion d'établir des priorités, des urgences des fois, sur lesquelles le gouvernement et les différents acteurs sont amenés à travailler tout au long de l'année. Lors de l'ouverture de ce discours, il y a eu deux sujets importants. Premièrement, la problématique de l'eau, qui clairement, encore une fois, malgré toutes les réunions qui ont été présidées par Sa Majesté, est citée, et cette fois elle est citée autant que problématique qui est là pour durer. Structurelle, exactement, ce n'est pas une problématique conjoncturelle. Et ça, c'est un message important qui met le gouvernement, qui nous met tous face à nos responsabilités à ce sujet. Sa Majesté a appelé à accélérer ou à rattraper plutôt un retard qu'il y a au niveau des programmes de dessalement de l'eau de mer, de construction de barrages, d'amélioration de l'infrastructure. Il a rappelé la nécessité d'améliorer l'efficacité, à travailler contre les déperditions qu'il y a actuellement dans les différents réseaux. Il a aussi appelé les différents acteurs à prendre très au sérieux ce sujet. Ce que nous faisons déjà au sein de l'USFP, nous avons déjà attiré l'attention du gouvernement sur ce sujet et nous espérons que le gouvernement prendra la mesure de ce qu'il attend. Il y avait un deuxième sujet qui est aussi important, c'est la charte de l'investissement en général au Maroc. Sa Majesté a appelé à la création d'un pacte national entre les acteurs majeurs qui sont le secteur bancaire, le gouvernement, les investisseurs, et dans l'idée est d'arriver à un montant d'investissement qui atteindrait 550 milliards de dirhams d'ici 2026, avec la création de 500 000 emplois. Il a aussi mis le doigt sur les dysfonctionnements, les choses à rectifier. Exactement. Sa Majesté, déjà, il a rappelé l'importance de la nouvelle charte de l'investissement en tant que texte. Il a aussi, par rapport à cette charte, souligné qu'il y a un certain nombre de réformes qui doivent accompagner cette charte et qui doivent être actées, qui doivent commencer au plus haut pour pouvoir réussir, que ce soit la réforme des CRI, la simplification des procédures, continuer sur le chantier de la déconcentration, la décentralisation, parce que ça aussi, c'est des chantiers qui bloquent. Et si on veut réussir les objectifs un peu de la charte, qui sont aussi une justice territoriale, par rapport à l'investissement, par rapport au développement, il faut aller de l'avant sur ces différents chantiers. Oui, faisant écho justement aux recommandations du discours royal, la CGM a publié un communiqué où elle se dit qu'elle est engagée pleinement dans le cadre bien sûr du pacte national sur l'investissement. 500 milliards de dirhams d'investissement à l'horizon 2026. 2026, c'est demain, c'est pas, et 500 000 emplois. Comment voyez-vous la concrétisation de ces objectifs? Ils sont stratégiques, mais très engageants et lourd. Oui, c'est lourd, surtout que ce soit au niveau des financements. Aujourd'hui, on a le taux directeur de la Banque du Maroc qui a augmenté à 2%. Donc, il y a plusieurs contraintes. Le contexte international est très incertain. Donc, pour les investisseurs étrangers, heureusement, le Maroc est toujours attractif, mais c'est sûr que ce n'est pas un environnement qui est facile. Aujourd'hui, en parallèle, si le gouvernement réussit les réformes nécessaires,
à continuer des réformes, que ce soit au niveau de la fiscalité, comme on a dit auparavant, la simplification de procédures, l'amélioration du climat des affaires. Ça reste bien sûr des objectifs très atteignables. Il faut l'implication réelle du secteur bancaire, contrairement à ce qu'on a vu des fois sur d'autres initiatives où malheureusement le secteur bancaire n'avait pas joué le jeu. On espère que cette fois, les financements seront là et aussi des investisseurs de la CGEM, du patronat pour pouvoir réussir ce chantier. Justement, il y avait la charte de l'investissement qui a été adoptée le 13 juillet dernier. Qu'en est-il du déploiement justement de ce projet censé apporter une dynamique à l'investissement et atteindre 65% de proportion d'investissement privé à l'horizon 2035, sachant que le privé, c'est frileux, il joue beaucoup à la sécurité, que ce soit le privé, que ce soit le secteur bancaire. Nous, à l'USFP, déjà, il faut rappeler le contexte historique. Des chartes d'investissement, le Maroc, on a eu depuis 1958, dans les années 70-80, et la dernière date de 1995. Elle a servi certainement parce que le Maroc a connu une évolution de l'investissement. Il a attiré des investissements étrangers durant ces 26 années. Aujourd'hui, il y a un changement de philosophie où on veut passer de... Avant, c'était principalement, pas uniquement, mais principalement des avantages fiscaux qu'on offrait à ces investisseurs. Aujourd'hui, c'est une subvention directe à l'investissement qui peut atteindre 30%, voire plus, pour des projets qu'on va considérer comme étant stratégiques. Donc, au niveau de la charte, c'est la charte de l'investissement. Nous, à l'USFP, on avait quelques remarques sur cette charte. L'exclusion de certains secteurs, l'agriculture, l'immobilier, le commerce. Pour nous, il n'y avait pas lieu de les exclure. Au niveau des objectifs, pour nous, bien sûr, on est un pays qui a besoin d'investissement, mais l'investisseur a aussi des responsabilités, que ce soit des responsabilités écologiques, de développement durable, etc. Donc, nous, on voulait que ces éléments-là apparaissent clairement dans les objectifs généraux de la charte. Nous avions aussi proposé une prime à l'investissement neutre en termes de carbone. On sait tous que 65% de nos échanges sont avec l'Union européenne, qui, à partir de 2023, va commencer à imposer des tarifs douaniers aux structures qui n'atteignent pas une certaine neutralité de carbone. Donc, il y avait quelques amendements qu'on avait apportés à cette charte. Nous nous étions abstenus du vote sur le texte en général en commission. Aujourd'hui, après les garanties royales et après l'ambition qu'il y a aujourd'hui de la création de 500 000 postes d'emploi, 550 milliards de dirhams d'investissement, nous avons décidé de maintenir ces amendements, mais pour le texte en général, nous sommes pour et puis on espère que le gouvernement sera à la hauteur parce que c'est la question. Absolument. Mais la charte en tant que texte isolé n'est certainement pas suffisante pour réussir tout ce qu'on a envie d'atteindre. Oui, c'est clair. Justement, alors le gouvernement actuel, il est là depuis 1 an et 10-12 jours. Quel bilan de l'action de l'équipe Akhnouch? Même si une année, ce n'est pas suffisant pour juger un mandat, mais ça peut nous donner des indicateurs. Certainement, une année, on ne peut pas juger un mandat sur une année, mais clairement, au bout d'une année, les dossiers sont maîtrisés, les visions sont installées pour que le travail réel commence. Aujourd'hui, on a des projets sur lesquels on s'est tous mis d'accord en tant que Marocains, déjà à partir de l'ancien gouvernement. C'est des projets qui ont été souvent initiés par Sa Majesté. Il s'agit de la réforme pour l'assurance maladie obligatoire. Il y a la réforme fiscale. Il y a un certain nombre de réformes de ce genre qui sont en cours aujourd'hui, mais qui accusent un certain retard, ou bien où on manque un peu de vision, comment les réussir réellement. Donc, au bout d'une année, nous, à l'USFP, à l'opposition, mais surtout à l'USFP, on n'a pas cette impression que le gouvernement a maîtrisé ces dossiers et qu'il est prêt à ramener de nouvelles stratégies, que ce soit par rapport à l'éducation, à la santé. Aujourd'hui, on passe à 22 millions d'assurés. Quelles structures vont accueillir ces assurés et comment on va pouvoir justement répondre à ce besoin qui est là, mais qui est devenu un droit à toutes ces personnes-là. C'est aussi le cas sur différents sujets. On parle de transition énergétique. Il y avait un plan de transition stratégique, la transition énergétique en 2009. On a un léger retard sur ce plan.
Mais est-ce qu'il n'est pas temps de le mettre à jour avec toutes les évolutions qu'on connaît à ce niveau? Pareil pour l'éducation. Pareil pour l'éducation, pareil par rapport à la réforme de l'administration de laquelle on n'entend plus parler. On nous parle souvent maintenant d'intelligence artificielle et de blockchain au niveau de l'administration, mais il faut aussi une intelligence réelle et des procédures qui existent pour pouvoir digitaliser. Qu'il y a des initiatives, mais qu'il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas... Est-ce que c'est ça? Moi, je dirais que souvent, on a l'impression qu'on est face à des chroniqueurs quand on parle aux gens de la majorité, dans la mesure où on ne sent pas qu'il y a une politique publique. Donc déjà, il n'y a pas de débat, mais quand ils parlent, quand ils viennent pour expliquer leur point de vue, généralement, on va rester sur des mesures. Il n'y a pas de débat au niveau du Parlement ou il n'y a pas de débat sur la place publique quand vous Au niveau du Parlement, nous déplorons déjà l'absence des ministres au niveau du Parlement. Déjà, on part sur un système de pôle où chaque fois on ramène un pôle. Et quand on a un certain pôle, les ministres ne sont pas là. On peut avoir 2 ou 3 maximum sur une séance de questions orales. Donc clairement, oui, il n'y a pas assez de débat au Parlement, mais il n'y a pas de débat du tout à l'extérieur du Parlement. Oui. Le gouvernement ne communique pas, on ne voit pas de ministres dans des plateaux télé, de responsables de la majorité dans des plateaux télé, ou très peu. On en voit un peu, mais pas... Très peu, et souvent c'est pas dans le cadre d'un débat, c'est plus pour présenter quelque chose. Pour présenter. Alors, il est vrai qu'il y a la sécheresse. Maintenant, il ne faut plus parler de sécheresse. Il faut oublier, parce qu'à chaque fois, la sécheresse, on scrute le ciel, c'est structurel. Donc, il ne faut plus dire il y a cette année de sécheresse. La guerre d'Ukraine qui a un peu tout chamboulé, brouillé les cartes. Et les projections de l'exécutif, ce qu'il avait promis dans sa déclaration, ont été revues, mais bien revues. La copie initiale du projet de loi de finances était très optimiste même par rapport aux prévisions de Banque al-Maghreb ou du HCP. Est-ce que le fait qu'il y ait effectivement cette conjoncture difficile, il y a la pandémie et ses répercussions, on les ressent encore aujourd'hui, est-ce qu'elle dédouane ou est-ce qu'elle peut un petit peu justifier que le gouvernement ne tienne pas ses promesses ou bien quelques-uns de ses engagements ou bien rien qu'à moitié? Ou bien est-ce que vous trouvez que c'est le véritable test? Pas vraiment. Il faut préciser une chose. Oui, on n'a pas le taux de croissance qu'on espérait. On a un taux de croissance très bas. On a une inflation très élevée. Oui. Mais le gouvernement, au niveau de ses recettes, elles ont augmenté. Donc c'est un gouvernement, chose qui est normale, qui s'est financé par l'inflation. Donc aujourd'hui, il a les moyens de tous ses engagements et il devrait aller jusqu'au bout de ses engagements. Malheureusement, les mesures phares qu'on nous a présentées lors de la présentation du projet de loi de finances, que ce soit Awarash ou d'autres mesures, pour nous, au moment où on a l'assurance maladie obligatoire, on a besoin de faire une transition énergétique, on a besoin de faire un pacte d'investissement. Il y a de vrais chantiers. Au lieu de ça, on a mis l'accent sur un projet d'Awarash qui, au final, oui, aide socialement quelques personnes, et c'est tant mieux, mais ça ne change rien au monde du travail. Ce n'est pas le projet qui va révolutionner le monde du travail ni l'insertion des jeunes. Justement, l'Observateur du travail... De l'aveu même des gens de la majorité aujourd'hui. Absolument. Il y a l'Observateur du travail gouvernemental qui a publié récemment un bilan au sujet de la première année de l'équipe Arnouch, et il juge que c'est très mitigé. Entre autres sur des programmes comme ceux que vous avez cités, Awarash, Força, mais aussi sur d'autres volets tels que la cohésion gouvernementale ou encore, cette fois-ci sur le plan législatif, ce qu'il décrit comme une monopolisation. Là, je reprends les termes du rapport de l'Observatoire, la monopolisation de la production des textes de loi par la majorité sans coordination avec l'opposition. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qui est venu dans ce rapport? Il faut dire qu'au niveau déjà des projets de loi que présente le gouvernement, malheureusement, on a très peu d'interactions où le gouvernement tolère très peu d'amendements, même bénéfiques, et qui sont là pour justement donner plus de cohésion à ces projets de loi. Au niveau des propositions de loi, n'en parlons même pas parce que clairement, elles sont refusées quasi automatiquement une fois qu'elles viennent du Parlement, de la Chambre des représentants, du Parlement et spécialement de l'opposition. Au niveau de la cohésion du gouvernement, aujourd'hui, on a un ministère en charge de l'investissement, la cohésion et l'évaluation. On n'a pas vu d'évaluation. La cohésion n'est toujours pas là. Et pour ce qui est de l'investissement, bon, on espère, on verra, oui. C'est en cours. Et à titre d'exemple par rapport à la cohésion, aujourd'hui, on vient de passer le projet de loi de la charte de l'investissement à la première chambre. En parallèle, on a un projet de loi des zones industrielles présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les deux textes parlent de décrets qui précisent c'est quoi les domaines stratégiques.
Oui. Donc on aura un décret qui précisera ce qui est stratégique ici, l'autre qui précisera d'autres trucs stratégiques. Donc au final, c'est un des exemples qui montre, et tout au long, on a justement plein des éléments dans des textes qui sont au final contraires, et c'est des textes qui viennent du gouvernement. Après, vous êtes dans l'opposition, c'est une opposition constructive. L'USFP a déjà été dans le gouvernement, dans l'opposition. Vous connaissez les deux positions. Il y a du positif dans ce bilan. Si vous devez retenir une ou deux actions positives dans le bilan du gouvernement pendant cette année. Finalement, pour le moment, on réussit à garder un équilibre budgétaire par rapport à ce qui est national, par rapport aux finances publiques, même si on n'est pas d'accord sur certains choix d'investissement ou de dépenses, mais le climat global, pour le moment, on garde ça. Deuxièmement, on voit d'un bon œil le démarrage du dialogue social, même si pour le moment c'est toujours en cours et on a beaucoup d'attentes par rapport à ce dialogue social. On aurait bien aimé qu'il inclue d'autres syndicats, de sortir du schéma classique des trois les plus représentés. Il faut inclure tous les syndicats existants parce qu'il y en a qui sont présents dans des secteurs bien précis, etc. Et c'est important d'élargir ce débat, surtout qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement, bien sûr, d'augmentation salariale, etc., ce qui est important, surtout dans un climat d'inflation et de hausse des prix, surtout des produits de première nécessité. Mais il s'agit aussi de questions de fond qui sont les réformes sectorielles, la loi pour les grèves, le code du travail. Donc, il y a des textes qui sont là, qui doivent être négociés et ça demande un peu plus d'ouverture. Oui, il y a aussi la question du contrôle et de la régulation. Dans son discours prononcé à l'occasion de la fête du Trône, le souverain avait érigé en priorité les chantiers liés aux questions sociales, de protection sociale. Là, on est en plein dedans avec l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat. Que suggérez-vous en tant qu'opposition? Parce que c'est vrai qu'il y a un contexte, qu'il y a la hausse des prix de toutes les matières premières et que c'est mondial, mais il y a aussi de la spéculation, il y a aussi un problème de contrôle. Est-ce que le Conseil de la concurrence joue son rôle? Parce qu'il y a des prix qui sont exorbitants. Après, est-ce que c'est véritablement le prix du marché ou est-ce qu'il y a entre la production et l'arrivée du produit sur le marché, il y a certainement un manque, pour ne pas dire une absence, de contrôle des prix parce que les prix atteignent des seuils incroyables. Moi, je donne un exemple, c'est les produits agricoles produits au Maroc, alors qu'on nous dit qu'on subventionne le transport et le produit est finalement produit dans les mêmes conditions. Il ne devrait pas avoir un aussi grand impact. Quand vous partez faire vos courses, votre panier, vos légumes, aujourd'hui, je peux vous dire que dans les marchés normaux, populaires à Rabat, les prix ne descendent pas sur 7, 6, 8 dirhams pour les légumes les moins chers. Et ça va jusqu'à des prix, il n'y a pas de seuil. Donc, les produits de première nécessité, quels qu'ils soient, ont tous augmenté. Donc aujourd'hui, il y a besoin de réguler. Et au final, souvent on parle du gouvernement qui a eu une difficulté parce que il y a la hausse des prix, l'inflation, etc. Mais ça, il est subi directement par le citoyen. Parce que réellement, il n'y a rien pour le moment qui est donné à ce citoyen pour tenir. Là, il faut accélérer le registre unifié parce que c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on espère avoir pour pouvoir atteindre ces citoyens qui sont en précarité. Et là, je rappelle que le rapport du ACP, le Haut Commissariat au Plan, il y a à peine quelques jours, disait qu'au niveau de la pauvreté, on a 1,15 million de Marocains qui sont entrés dans la pauvreté et 2,05 millions qui ont atteint un seuil de vulnérabilité assez critique. Donc au total, on revient au niveau de pauvreté qu'on avait en 2014. Et donc on a perdu plus de 7 ans. Oui. Que proposez-vous en tant qu'opposition justement pour soulager les Marocains, les citoyens, et pour apaiser le climat social? Parce que c'est des situations comme ça, le climat est assez tendu. Quelles sont vos propositions? Les propositions de l'USFP, déjà, il faut clairement faire en sorte que l'IR baisse pour que justement qu'il y ait une augmentation des salaires. D'ailleurs, c'est la demande même des syndicats aujourd'hui, une augmentation générale, ne serait-ce que pour pouvoir suivre ce qui se passe aujourd'hui en termes de prix. Il faut aller
le plus vite possible vers la subvention directe aux gens les plus vulnérables. Et ça, c'est une priorité. Malheureusement, on n'a pas l'impression que c'est affiché réellement en tant que tel chez ce gouvernement. Pendant la pandémie, il y avait une subvention directe, mais qui n'a pas toujours marché, qui n'a pas touché toutes les populations. Qui n'a pas atteint nécessairement les populations cibles. Aujourd'hui, ce registre social unifié est supposé nous permettre ça. On aimerait bien savoir où est-ce qu'on en est. Et il faut réellement aller dans ce sens. Il reste très peu de temps et 2 ou 3 axes à aborder. Quand on a parlé des organismes de contrôle, de régulation, Conseil de la concurrence, est-ce qu'ils sont outillés déjà pour contrôler? Il y a la question de la régulation du marché des hydrocarbures. Le rapport du Conseil de la concurrence à ce sujet passait presque inaperçu, d'autant plus qu'il n'y a pas de mesures, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de... Quelle est justement votre position à ce sujet? À ce niveau... on aimerait bien rétablir, on a besoin de rétablir la confiance au Maroc, mais c'est des actions comme ça, des déclarations qui ont eu lieu autour de ce sujet qui font que justement le citoyen a du mal à reprendre confiance. Nous nous rappelons tous que durant toute l'année passée, les ministres responsables, le chef de gouvernement ont toujours nié qu'il y avait des super profits de la part de certaines sociétés de distribution d'hydrocarbures. Aujourd'hui, le rapport du Conseil de la concurrence pointe clairement que les sociétés de distribution durant les années 2020, 2021 et le premier quart de 2022 ont réalisé des marges énormes. Ils ont dit ce qu'on disait tous avant et qui était nié, que l'impact sur le prix à la pompe est instantané au moment d'augmentation des prix et différé au moment de la baisse. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on se disait sans tomber dans la caricature et l'excès. Mais il y a beaucoup de choses qui se disaient qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, fort probablement, il y aura un impôt dans la loi de finances pour pouvoir justement rétablir un peu ça. Mais pour nous, c'est insuffisant. Il faut ouvrir un débat réel. Comme on a parlé de stratégie énergétique, on a un silence du gouvernement sur ce sujet. On a un silence sur les hydrocarbures. On a un silence sur plusieurs points comme ça et on a besoin d'un peu plus de clarté. C'est très important parce que c'est ce qui se répercute directement sur la poche du consommateur. La situation, il tient encore, mais elle peut devenir intenable. Elle est en train d'être intenable pour le moment. On espère qu'on n'atteindra pas. On a débordé, mais vous êtes un parti progressiste et le groupe, il y a des projets comme celui de la réforme du Code de la famille, de la loi sur la grève aussi qui sont importants et vous espérez pouvoir... Autant que groupe, on a toujours été là dernièrement, d'ailleurs, on avait le congrès de l'organisation féministe, l'USFP, et puis, encore une fois, il y a eu beaucoup de recommandations au niveau de la Modouana, mais pas que, aussi au niveau du code pénal, etc. On attend toujours ce qui va venir de la part du gouvernement. Sa Majesté a appelé lors du discours du trône, si je ne me trompe, à revoir la Modouana. Aujourd'hui, il y a un débat sérieux qui doit avoir lieu, et s'il n'est pas entamé, initié en tout cas par le gouvernement, nous aussi, autant que parti à l'opposition, nous avons déjà commencé et puis on va essayer d'aller de l'avant là-dessus. Et la loi relative à la grève, aux syndicats aussi. Bien sûr, le code du travail qui est très très important aussi parce que pour justement parler du SMIC, 3 500 dirhams, l'augmentation, comment on va contrôler ça? C'est quoi les sanctions au cas où il n'y a pas... où on n'atteint pas ça. Donc, on aimerait bien avoir un code du travail où chacun prend réellement ses responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Lejgar, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe socialiste à la Première Chambre. Merci, monsieur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.